Aujourd'hui, je suis particulièrement triste parce que on a perdu un très très grand savant et j'ai aussi perdu un ami, un grand ami. Il s'appelait Claude Blancard. C'était un historien des sciences émérite, un directeur de recherche émérite du CNRS. Émérite, ça veut dire à la retraite avec les honneurs, en gros. Euh, donc, je vais un peu parler, un tout petit peu, un peu parler de lui. Et puis après, je parlerai d'un sujet vers lequel il m'a amené parce que c'était son sujet de recherche. Mais on va voir ce que moi j'en fais. Claude était un immense savant, dans un genre de lignée de Foucault, mais avec plus d'érudition, peut-être moins la vision du grand ensemble, beaucoup moins connu évidemment, euh, parce qu'il n'y avait pas cette question, on va dire, métathéorie qu'il peut y avoir chez Foucault dans cette question du savoir. En fait, Claude, je suis très très émue, hein. Claude était un historien de la relation entre ce qu'on appelle les sciences humaines et les sciences de la nature au XIXe siècle. Je vais présenter rapidement un de ses ouvrages fondateurs, reparler de lui, puis après, en fait, vous allez voir, je vais vous parler de la nature et de la culture. Moi, par exemple, ce livre-là, La nature de la société, organicisme, oui c'est ça, et sciences sociales au XIXe siècle, on est dans la collection qu'il dirigeait lui-même chez l'Harmattan, Histoire des sciences humaines. C'est une collection extrêmement importante et majeure, 38 volumes je crois. Il m'est déjà arrivé de voir des critiques de l'Harmattan qui peut publier des fois un peu vite ou avec des conditions qui ne sont pas toujours les plus réglo du monde. Mais en fait, chez l'Harmattan, comme c'est un très très gros éditeur, ce qui compte, c'est la collection dans laquelle vous êtes édité. Et comme souvent en édition, par exemple, moi je vois au niveau du féminisme, je crois que ça s'appelle Histoire du féminisme, là j'en ai plusieurs. On a des textes qui sont absolument majeurs, qui sont publiés chez l'Harmattan. Évidemment, au niveau de tout ce qui est francophonie, je vais être super large, et là vous avez plusieurs librairies rue des Écoles, mais il y avait aussi dans un autre domaine cette collection dirigée par Claude. Et, euh, et je voudrais peut-être commencer par dire que Claude, c'est vraiment l'exemple rare de ce que la science fait de mieux quand elle s'incarne, et qu'elle est, j'ai envie de dire, proprement scientifique et éthique à absolument tous les niveaux d'une personne. Alors évidemment, pour ce que j'ai pu connaître de mon ami, c'est-à-dire Patou, et c'était un ami qui avait bien sûr une certaine pudeur, et c'est un ami avec lequel j'avais un grand écart d'âge. C'est-à-dire que c'est une chose qui revenait de son vivant, donc il est mort la semaine dernière, enfin il est mort lundi. Euh, il sera enterré la semaine prochaine. Je vais vous mettre son CV en dessous, ça permet aussi d'un peu le connaître. Surtout que c'est quelqu'un qui a donné plusieurs volumes, mais qui a surtout fait énormément d'articles et qui a des contributions absolument essentielles à la vie scientifique. Il était, j'ai du mal à parler au passé, ce que Renan appelle un laborieux travailleur de la science. Donc ça, c'est un article que j'avais pu faire et qui lui avait bien plu sur la question donc de la pratique de la science, de comment on vit la science, comment donc la science s'incarne. C'est-à-dire que Claude, il avait toujours à cœur l'idée que la science c'est du collectif, que la science c'est notamment des jeunes qui sont là, qu'il faut encadrer dans les doctorats, qu'il faut conseiller. Moi, il a été jury enfin, il a été membre du jury de ma thèse, par exemple, mais il a été d'excellents conseils avant. Je l'avais rencontré parce qu'il était au comité scientifique de l'ANR, dirigé par ma directrice de thèse et Gisèle Séginger et donc celui qui m'a présenté Gisèle Thomas Klinkert, qui est un grand professeur qui travaille aujourd'hui en Suisse, à Zurich. C'était vraiment quelqu'un qui était toujours là. Alors, avec quelque chose de profondément orienté en permanence vers la science. C'est-à-dire la science dans toutes ses dimensions, ça inclut la collégialité. Claude, c'est quelqu'un, je me souviens lui avoir demandé un jour son avis sur un autre savant, ou sur quelqu'un, ce qui n'est pas forcément très délicat de ma part, mais voilà, j'avais envie de savoir ce qu'il pouvait penser des travaux de la personne, hein, plus que de la personne. Et il m'avait répondu, et c'est bien pour ça que je ne donnerai pas de nom, moi je ne dirai pas du mal d'une personne. Je ne dirai pas de mal, moi je ne dis pas de mal. Et c'est très important parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire non pas qu'il ne voyait pas, non pas qu'il n'y avait pas de moment qui ne méritait pas une critique,
Mais si la critique peut se faire dans la coulisse, si voilà, elle peut éviter non pas la lâcheté des confrontations, mais l'humiliation que peuvent amener les confrontations, eh bien il faut le faire. Non, alors, et pour la personne et pour le mieux de la science. Par exemple, moi, et ça va vraiment être le sujet que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, je n'avais pas très bien compris le rapport nature-culture au XIXe siècle, et notamment sa dimension complètement anachronique. Et Claude m'avait invité à faire une présentation dans le séminaire qu'il dirigeait avec Arnaud Hugrel, que je salue et que je remercie très fort, et à qui je pense beaucoup aussi en ce moment. Et bon, ben voilà, moi je veux dire, j'ai plongé à pieds joints dans l'anachronisme, parce que ça fait partie des erreurs de jeunesse, et puis que là-dessus, j'ai pas été bonne, quoi. Il me l'a pas dit en public, il me l'a dit après, il me l'a dit sur le quai du RER. Et tant dans la manière que dans ce qu'il m'a dit, apporté, qui était évidemment son travail, mais que je n'avais pas finalement saisi, que je n'avais pas réellement compris, Claude a vraiment, par son exemple, par ses conseils, par ses travaux, absolument changé le cours de ma thèse et le cours de mes recherches. Donc il était membre de plusieurs comités scientifiques, de groupes financés ou pas, il était au comité de rédaction de plusieurs revues, évidemment il a énormément travaillé, il expertisait des articles, il expertisait des projets. Moi, ces dernières années qui auront été plus difficiles pour Claude, et je ne donnerai pas de détails de tout cela, parce que l'amitié impose des silences. Mais voilà, il est des gens qui sont ça. C'était quelqu'un qui était capable de venir à un colloque dans lequel il ne participait pas. Ça pouvait arriver. C'est quand même assez incroyable, et qui était toujours d'un enthousiasme, d'une passion absolument débordante, avec quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire bon, ce qu'on appelle des tunnels, c'est-à-dire boum, une idée vient et alors ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque qui sert à tirer la couverture à soi. C'est le partage absolument généreux, sincère, enthousiaste d'une érudition ahurissante. Et c'est vraiment quelqu'un qui va manquer pour cette érudition, pour la générosité de surpartage, pour sa gentillesse absolue, pour son dévouement pour les autres, pour la science, pour aussi voilà cette éthique absolue d'une façon d'être au monde qui, moi, clairement, a été un modèle et restera très très longtemps un modèle dans ma vie scientifique comme amicale, ça c'est une certitude. Donc c'est une perte qui pour moi est absolument immense, et notamment parce que j'ai eu cette immense chance de rencontrer Claude, de travailler avec lui, voilà, de le faire parler ça ou là, on n'a pas besoin de savoir ces détails-là, mais voilà, d'avoir une relation amicale, intellectuelle, extrêmement forte avec mon vieil ami. Voilà. Donc ça c'est... Et voilà, clairement, je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui, qu'on peut appeler féminisme ou qu'on peut appeler science. Il m'avait dit un jour, c'était quand même à moitié un reproche, et à moitié une taquinerie, et tout cela avec, évidemment, en coulisses, et c'était en fait une inquiétude pour lui par rapport à moi. Il m'a dit, oh mais toi tu fais de la science, mais en fait c'est pour faire de la politique. Et je lui avais dit, et ça n'était pas qu'une boutade, mais en réalité Claude c'est tout l'inverse. J'ai l'air de faire de la politique pour faire vraiment de la science. Évidemment ça lui avait plu, évidemment bien sûr que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dans tout ce que je fais, c'est la science qui va toujours primer, parce que le militantisme de toute façon a besoin d'une bonne science. Et ça, cette espèce de scientisme qui sert de boussole, de ma part, c'est un choix éthique délibéré, et qui est clairement dans le sillage du modèle qu'aura été Claude, et de l'empreinte qu'il va laisser dans la vie de beaucoup de gens, et très clairement de la mienne. La nature de la société, c'est un livre très important, avec d'autres, qui n'est pas forcément très facile parce qu'en fait, bon, il nous parle de ce qui était ce sujet de recherche principal de Claude, à savoir les sciences humaines au XIXe siècle, et en fait, la naissance des sciences humaines. C'est aussi en fait ce sujet évidemment qui m'a mis sur la route de Claude, par bibliographe bien sûr, mais aussi par Renan, parce que Renan est un de ces penseurs, peut-être un des premiers, c'est toujours compliqué d'avoir un premier, mais qui pense cette distinction entre sciences de l'humanité, ce qu'il appelle sciences de l'humanité, et sciences de la nature, et qui est en fait une espèce de co-construction en regard des disciplines, et qui à chaque fois sont plurielles et sont
un ensemble de disciplines. Ce sont des choses qui apparaissent chez Renan dans l'Avenir de la science, qui apparaissent encore dans une lettre très célèbre de 1863, les sciences de la nature et les sciences de l'humanité, etc. Et ce qui est très important, et ça c'est notamment dans un numéro des études renaniennes qui va apparaître bientôt et auquel Claude aurait dû participer, il a dû renoncer, et c'est un tel chagrin de ne pas pouvoir lui en donner un exemplaire, de quand ce numéro arrivera. On a réussi à glisser un petit mot avec Maurice, et merci beaucoup Maurice pour ça, Maurice Gasnier. Tout ce qui va se passer chez Renan, c'est une espèce de co-construction en regard, parce qu'on construit des objets, un objet qui est la nature, un objet qui est l'humanité. L'histoire chez Renan, en fait, est une philologie historicisée, contextualisée pour toutes les époques, et qui peut même se faire antéhistorique quand il s'agit de la préhistoire, mais la préhistoire n'est pas tellement un sujet renanien, et ça c'est dommage pour Arnaud, qui pour le coup est un historien de l'histoire de la préhistoire, et c'est un sujet passionnant. Mais il va y avoir comme ça cette question de comment les disciplines se construisent, et se construisent par cette distinction qui est en fait aussi une construction mutuelle. Bon, voilà, moi cette question-là chez Renan était celle que j'espérais voir abordée, que j'aborde un peu dans l'article qui sera dans ce prochain volume. On aura ça soit fin 24, soit début 25. Évidemment, j'en reparlerai parce que c'est pour moi un sujet... Enfin, le plus bel article de ma vie est dans ce volume. Claude a eu l'énorme gentillesse de le relire, et j'en parlais, enfin, il m'a pas vraiment fait de remarques précises de relecture avant, mais en fait comme j'en parlais avec lui au moment où je l'écrivais avant, il m'a redirigé, il m'a conseillé attention, tu risques d'être anachronique, enfin. Donc c'est avec, voilà, une des tristesses, c'est que bien sûr c'est tout le rapport affectif, c'est aussi on parle de sujets qui sont tellement difficiles parce qu'ils sont tellement contre-intuitifs qu'il est douloureux aussi de ne plus pouvoir les partager, et que la joie demeure, et que la joie de la science aussi demeure. La nature de la société, organicisme et sciences sociales au XIXe siècle, bon voilà, on est dans cette contextualisation très forte qui est celle de Claude, mais Claude a pu préfacer un livre sur l'anthropologie au XVIIIe, et donc expliquer aussi toute l'importance de cette anthropologie, on va pas dire pré-scientifiques, mais qui ne sont pas encore l'anthropologie du 19e. Alors c'est quoi, hein, voilà. Donc là, ça pose des questions qui sont évidemment celles de la philosophie de la science, de l'épistémologie, de l'histoire des sciences, et qui vont toujours demander d'éviter les anachronismes. La nature de la société, il se place aussi après un livre qui est essentiel, et dont je parle assez souvent, qui est Les métaphores de l'organisme de Judith Schlanger, c'est-à-dire qui fait une histoire de l'organicisme, de l'idée d'organisme, notamment portée par le courant romantique. Alors là, ils sont par là, mais tout ça, là, donc là, je vous renvoie aux sommes absolues de Gustav Gusdorf, qui sont donc des synthèses, parfois proches de compilations. Ce que fait Claude, c'est un cran... C'est moins de synthèse, c'est davantage les sciences, et c'est 3 crans dessus en érudition, ce qui n'est pas peu dire. Et en compréhension très fine des textes, et en mise en regard de ces textes pour comprendre ce qu'est cette espèce d'organicisme. L'organicisme, c'est le fait de prendre un organisme pour modèle, c'est-à-dire pour modèle, c'est pas soit se dire tiens je vais être un ver, ça ce serait vraiment la façon la plus bête de le penser, mais ça va être un organicisme, c'est-à-dire en fait, pour donner un exemple très concret, parce que moi j'ai toujours peur de dire des bêtises, ce sont des sujets qui sont tellement difficiles et en même temps tellement importants. Renan, par exemple, pense l'histoire selon un modèle qui est celui de l'embryologie. Un embryon, c'est un organisme. C'est-à-dire qu'il va imaginer un développement à l'image d'un embryon, à l'image d'un organisme particulier qui est un embryon, mais qui est un embryon indéterminé, c'est-à-dire qu'il est parfois anthropomorphe dans certains de ses textes, parce que le modèle de pensée réapparaît dans des métaphores et donc va se manifester ainsi, mais qui parfois va être végétal, rhizomatique. Alors le mot rhizome n'apparaît pas chez Renan, mais le modèle du développement amène des choses très diverses. C'est très important de comprendre qu'un développement n'est pas une évolution. Par exemple, c'est là qu'on voit une différence absolument énorme entre Lamarck ou ceux qu'on appelle parfois les transformistes, pour les distinguer de l'évolutionnisme darwinien ou d'autres évolutionnismes. Et en fait, il y a aussi des transformationnistes comme Lamarck. En fait, un développement, ça veut dire qu'on va avoir comme un programme et que ce programme va se déployer. Quand je dis programme, je suis dans la métaphore plutôt du programme informatique. Boum, on est en plein XXe siècle. La métaphore au XIXe, ça va plutôt être celle d'un germe, dans le sens que le germe, c'est la première étape du bourgeonnement d'une graine. Mais le germe, il devient aussi un virus dans les années 1860 avec les découvertes de Pasteur.
Et donc, en fait, finalement, tout est dans le germe. Et ça peut coller, on le voit chez Renan, avec des théories qui sont celles de la préformation, c'est-à-dire d'imaginer qu'il peut y avoir des organismes emboîtés les uns dans les autres. En gros, Renan aime beaucoup cette théorie de la préformation, qui est vraiment une théorie très importante au XVIIe siècle, parce que, et puis dans l'Antiquité, en fait, on ne sait pas comment les choses se reproduisent, et notamment l'humanité. Et donc, est-ce qu'il y a toute une humanité qui est tout emboîtée en tout petit dans les gonades les uns des autres? Et donc, dans ce cas-là, à chaque fois qu'il y a un être qui arrive, celui-ci, en fait, il est un tout petit bout qui était porté déjà dans le couple adamique, c'est-à-dire le couple formé par Adam et Ève, ou est-ce qu'il y a une création qui se renouvelle à chaque fois? C'est une question qui, d'un point de vue théologique, est absolument essentielle, parce que la question, c'est en fait, est-ce que la création se poursuit, ou est-ce qu'elle est achevée au 7e jour dans la Genèse? Donc on est sur des sujets qui sont absolument brûlants, qui sont des sujets de société, et donc l'évolution, elle peut inclure des moments de création, qui ne sont pas forcément des jeunesses qui se répètent, mais qui peuvent être par exemple les générations spontanées, les apparitions microbiennes, etc. Et dans le détail, évidemment, il se passe beaucoup de choses. Un des boulots de Claude, c'est évidemment de voir ça du point de vue de l'histoire des sciences naturelles. C'est tout ce qui est de l'organicisme qui va évoluer selon le contexte scientifique de l'époque. Et en fait, quand on dit contexte scientifique, ça veut dire aussi des gens qui s'engueulent, ça veut dire des théories qui sont contradictoires, ça veut dire aussi des obsolescences, ça veut dire aussi des anachronismes au moment même de l'époque. Par exemple, quelqu'un comme Renan, c'est quelqu'un qui croit à la préformation. Au moment où Renan écrit, on sait que la préformation, c'est anachronique, que c'est obsolète. Mais Renan aime reprendre ce modèle-là sans beaucoup de sérieux. Là, il y a des choses qui vont se passer. Et le boulot de Claude, c'est comme ça de voir vraiment la façon dont les sciences se construisent en regard les unes des autres et deviennent en elles-mêmes des objets dans un siècle qui est celui du positivisme à la Auguste Comte et du scientisme plus largement, c'est-à-dire qu'au sacre de l'auteur des années 1830 répond, et en fait ça écrase tout, le sacre du savant. Ce qui pose énormément de problèmes, notamment chez les féministes, et ça fait partie de mes sujets de recherche. Que font les féministes face à cette science qui parfois est écrasante, qui transforme, qui va légitimer des expressions sexistes, racistes? Et ça fait aussi partie du boulot de Claude et des travaux de Claude. Qu'est-ce qui va se passer aussi voilà, qu'est-ce qui se passe du côté des savants et comment ça se reprend? Donc pas forcément en théorie politique comme on peut penser de manière un peu trop simple, quelqu'un comme Rousseau ou Tocqueville. De toute façon là on commence à être dans un autre siècle. Tocqueville c'est plutôt quand même début 19e. Mais comment cela va apparaître? Comment cela modèle et en retour, hop, ça peut remodeler ce qui devient les sciences sociales. Mais qui n'est pas encore les sciences sociales. Qu'on appelle dans le premier 19e siècle, par exemple quand on parle de sociologie, ça vient du socialisme. Mais parce qu'il faut une science de la société, une science de l'homme avec un grand H, de l'humanité, pour penser scientifiquement une nouvelle humanité. Et ça va être déjà balayé par un premier Marx qui va dire que tout ça c'est du socialisme utopique. Je vous renvoie à la thèse de Louis Crignol. Claude, bien sûr, en était membre du jury. Les hiéroglyphes de la nature que j'évoquais la semaine dernière, avant que ce malheur nous tombe dessus, qui traite justement précisément de cette science des socialistes utopiques. Et donc voilà, c'est ça qu'on va trouver, par exemple, dans un texte qui est très érudit, qui est pas très long en soi. Hein. Là, on est sur un petit 158 pages. Et qui est extrêmement important pour comprendre ces questions-là. Moi, mes sujets de recherche dérivent complètement de Claude, avec lequel j'ai déjà eu des sujets communs. Je vous ai déjà parlé ici de Pierre Boitard, qui est ce naturaliste complètement fifou du début du 19e siècle, qui raconte qu'il est cuviériste, en fait il est lamarckien. C'est un peu comme s'il disait qu'il suivait le pape pour en fait aller chez dans des bénitiers. Hein. Si on prend des images, évidemment pas très fines, mais en fait il défend au nom de Cuvier des thèses qui sont absolument opposées à Cuvier, dans une revue qui est ici, qui s'appelle le Musée des Familles, qui est une revue grand public. Voilà. Et Renan y était abonné quand il était petit. Donc c'est comme ça que moi je suis tombée sur Boitard. Et bien en fait nous étions 3 à travailler sur Boitard, un doctorant dont je n'ai plus de nouvelles et j'espère qu'il va continuer sa thèse, mais c'est pas, le fait de ne pas avoir de nouvelles ne me rassure pas, mais peut-être que quelque chose se passe. Claude et moi-même. Donc, et moi c'est un petit article. Voilà.
Donc ça, c'est sûr que je continuerai un peu ce travail-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir le statut transformé des savoirs dans cette vulgarisation scientifique, comment ça va se passer, qu'est-ce que la littérature change, parce que je parle de ma propre formation. Bon, ça c'était le petit passage sur Boitard, et c'est le moment en fait où notre amitié a vraiment commencé. J'ai cette grande tristesse d'avoir retrouvé un Paris avant les hommes qui le livre de Boitard. Donc moi j'en avais un exemplaire que j'ai acheté cher parce qu'il est très beau. Il est par là. Je ne sais plus où il est. C'est un livre avec des gravures, et notamment des gravures, c'est les premières gravures dans la presse de dinosaures à partir des fossiles, notamment d'un ptérodactyle qui ressemble beaucoup à celui d'Adèle Blanc-Sec de Tardy. Bon, je vous mets ça en fin de vidéo si vous avez envie d'aller voir des choses sur ce naturaliste qui est pas connu mais qui est assez drôle, qui s'appelle Pierre Boitard. Il est vraiment pas connu, hein. Voilà. Là, on est vraiment sur des gens qui sont très très marginaux et très hétérodoxes en termes de pensée pour leur époque. Et donc il faut beaucoup d'histoire des sciences pour les comprendre. Et voilà. Et c'était d'ailleurs à partir de ce travail que j'ai commencé à tutoyer Claude à son invitation, et c'était un bonheur en fait, quand on admire profondément quelqu'un. Alors, cette question de la nature, des sciences humaines et des sciences naturelles, elle va amener, là je l'ai un peu mentionné pour dire que ça a été l'anachronisme dans lequel j'ai plongé en cours de thèse, et qu'il m'a aidé à corriger. Elle est très dure à... Enfin, toute cette histoire, elle est très dure à comprendre pour nous, d'abord parce qu'elle est très complexe, c'est très compliqué de comprendre. Enfin, pour faire de l'histoire des sciences, il faut quand même beaucoup de sciences, il faut travailler sur des textes qui sont anciens, qui sont arides, et qui sont souvent très contre-intuitifs. Et peut-être que la principale raison de cette dimension contre-intuitive, c'est que nous n'avons pas, en tout cas moi, l'écueil auquel je me suis confrontée, ou qui m'a fait chavirer provisoirement, en tout cas j'ai un peu bu la tasse, ça a été cette question de l'historicisation de nature-culture. Nature-culture, on le sait un peu mieux aujourd'hui, je ne sais pas s'il est accessible là, c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement remis en question, donc c'est un doublé conceptuel, c'est-à-dire on a deux concepts qui sont antagonistes et qui vont se répondre, la nature et la culture. Quelqu'un comme Philippe Descola, très grand, immense anthropologue, dans Part de la nature et culture, que j'ai quelque part, je ne sais pas où, a bien aidé à comprendre, à remettre en question ouais, il est par là derrière. L'idée que ce nature-culture, c'est complètement occidentalo-centré, c'est un truc, globalement, d'Europe et des États-Unis, et voilà, et qui a un peu modelé le reste comme façon de penser, qui s'inclut dans un système de pensée binaire qui fonctionne par deux, ce qui est le cas dans beaucoup de sociétés, ça c'est certain, l'anthropologie nous le montre, mais qui ne pose pas forcément la frontière à cette distance-là, parce que frontière, il n'y a pas forcément. Ce qui est passionnant avec les travaux de Claude, et plus largement cette question, c'est qu'en fait, nature-culture, au XIXe siècle, ça n'existe pas non plus. Et qu'on s'entende, ce n'est pas que l'idée de nature n'existe pas, elle est au contraire très très ancienne, et moi je vous ai déjà parlé ici, je vais le chercher mais je l'ai oublié dans un train, de Colette Guillaumin, qui, elle, parle de l'idée de nature, d'un discours de nature, c'est-à-dire le discours au nom duquel on justifie les oppressions. Mais ce qu'on appelle nature, évidemment, c'est cela, mais si ça marche, c'est parce que ça n'est pas que cela. C'est parce qu'on va inclure les discours sur la société dans ces discours-là. Et l'exemple qu'elle donne, c'est celui d'Aristote, en expliquant qu'il change, qu'il se transforme au XIXe siècle au nom d'un certain finalisme. Et ça, c'est vrai. En fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que Guillaumin, quand elle parle d'un discours de nature, elle ne parle pas d'un discours de culture. Elle parle uniquement de la nature et de ce qu'on va appeler un naturalisme, dans le même sens qu'il y a un idéalisme, notamment chez Marx, c'est-à-dire on va penser en donnant une certaine essence à la nature, ou en tout cas en faire une explication au moins métaphorique ou comme un modèle de pensée, comme on peut donner ce genre d'explication. Donc ça va au-delà du naturalisme littéraire, qui est juste une toute petite manifestation de ce discours de nature, et qui est en fait précisément un discours sur les sciences naturelles. L'idéalisme, il croit à une certaine forme d'essence, ou en tout cas à une efficace des idées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont matérielles, ça veut dire qu'elles ont un pouvoir d'action. Et c'est très important de comprendre, comme Guillaumin, qui a fait sa thèse sur l'idéologie raciste, que la race n'existe pas, mais elle tue. Il n'y a pas besoin que les choses existent pour qu'elles aient une efficacité, ce qui est un immense mystère ontologique. Et en fait, ce discours de nature, cette efficace donnée à la nature, eh bien oui, c'est tout ce qu'on va avoir avec
ce qui n'est pas science naturelle, mais qu'on peut appeler science naturelle. La physiologie, par exemple, c'est aussi des choses qui sont de l'ordre de la botanique, de la zoologie, de l'explication du monde, et dont le découpage, dont la distinction va énormément varier. On sait que l'encyclopédisme, par exemple, au moins jusqu'au Moyen-Âge, inclut les mythes. Quand on parle d'un animal, on dit aussi les mythes, et on inclut des animaux mythiques qu'on ignore leur existence réelle ou pas, soit qu'ils puissent être inclus. Et ça va dépendre bien sûr des encyclopédies, de pas mal de choses. Donc en fait, la façon dont on pose une frontière va changer. Et la nature, ce qu'on va opposer, c'est pas culture. Ça, c'est récent. Et la frontière nature-culture, elle est récente, elle est très datée, et elle est déjà dépassée. Et à la fin du XXe avec Descola, ou au début XXIe. J'ai oublié la date de part de la nature et culture. De toute façon, il est quelque part par là. En gros, ce qu'on oppose à la nature, c'est pas forcément une opposition. Ça peut être un prolongement ou un développement, ça peut être civilisation. Ça peut être... Alors, civilisation-culture, c'est pas la même chose. Quand on parle de nature-culture, c'est culture comme définissant, c'est le sens anthropologique, tout ce qui fonde et caractérise, en fait définit, c'est poser une limite, l'humanité. Avec ce problème qu'il y a des cultures animales. Et qu'en fait, ce qu'on appelle culture, humanité, etc., au XIXe siècle, la frontière de l'humanité n'est pas la même. Et elle change, bien sûr, selon les moments, les périodes et les personnes. Et en réalité, voilà, il y a du naturel, mais voilà, il y a quelque chose qui va s'opposer. Et en fait, ça, c'est ce qui s'appelle la physis dans le monde antique, et qui va évoluer, et qui bouge pas trop dans les grandes lignes, mais évidemment dans les détails, il y a tout qui bouge tout le temps. Mais on a cette physis, c'est l'humanité à l'intérieur de la physis, parce que l'humanité fait partie, alors, est très distincte de l'animalité, mais bien moins qu'on ne le pense. Et en fait, l'animal en christianisme, il est beaucoup plus respecté que dans le cartésianisme, dans la philosophie de René Descartes, et surtout dans la philosophie de Descartes, relue par Malebranche, qui est quelqu'un d'assez cruel, notamment envers les animaux. En fait, le fait d'avoir ou non une âme ne définit pas complètement toutes ces frontières-là, parce qu'on peut avoir des procès sur des animaux, parce qu'on... Alors, tout en étant spéciste, on a un autre rapport à la souffrance animale, au fait d'être sentient, etc. Tout ça se pose vraiment différemment. Et l'apparition de la science moderne, Francis Bacon, René Descartes, entre autres, va avec une forme le début d'une transformation de cette nature. Cette transformation de la nature, en réalité, elle commence vraiment, si on brosse à grands traits, tout ça, c'est très caricatural ce que je vous raconte, mais ça permet de voir un peu à quel point c'est difficile de penser ces choses-là. Et moi, voilà, c'est vraiment une toute petite présentation. Avec Spinoza, qui, en fait, commence à remplacer l'explication théologique de Dieu par une explication naturelle, la nature. Mais la nature chez Spinoza, évidemment, elle est très compliquée. Ce qui, en fait, se met en place là, c'est en termes de théologie et de philologie, c'est une explication naturaliste. Mais d'une nature, natura natura, c'est une nature qui est très autonome. Et qui est, en fait, une forme de finalisme. C'est pas simple, hein. Alors ça, c'est à la fois très important, mais en fait, c'est vraiment... Au XVIIIe, je vous renvoie à l'idée de nature dans la première moitié du XVIIIe, qui est une thèse extraordinaire. Et encore plus autour du XIXe siècle que les choses changent, et notamment parce qu'il y a une rupture historique qui est de l'ordre d'un traumatisme, en fait, mais je n'aime pas trop psychologiser, qui est la Révolution française, c'est-à-dire qu'en fait, ces explications naturalisantes, fidélisantes ou providentialistes, elles se réunissaient bien pour justifier notamment les royautés. Non pas qu'on n'imaginait pas que les royaumes pouvaient prendre fin, mais qu'ils étaient justifiés par Dieu. Et en fait, ce qui va se passer avec la rupture fondamentale, et notamment le régicide de la Révolution française, c'est la fin de cette explication-là comme explication unique. Et c'est absolument fondamental, ce qui fait qu'en fait, il y a aussi, notamment par prudence, un repli des sciences sur elles-mêmes, non pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des moments très orthodoxes d'un point de vue religieux dans les traités de sciences naturelles, et ramener tout ça à Dieu, mais en plus on a donc des découvertes qui sont par exemple celles de l'archéologie. On commence à se rendre compte que les datations à 6000 ans, ça marche pas.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, hop, on va avoir un moment où la théologie et la géologie se rencontrent pour essayer de voir la théologie comme une métaphore géologique, ou reprendre les âges de la Terre comme des périodes, etc. Donc là, il y a tout un moment qui est extrêmement complexe, et un autre moment qui va se... Enfin, dans le même temps, ce qu'on va aussi avoir, c'est l'arrivée d'un finalisme qui va profondément transformer les sciences naturelles en biologie. Et ça va se faire dans le sillage du romantisme, dans les années 1800, et notamment par l'invention du mot biologie, 1800-1802, Lamarck et puis un Allemand en même temps. Donc il y a quelque chose qui, là, apparaît, qui est une nouvelle façon de concevoir les sciences naturelles. Alors qu'on s'entende bien, les sciences naturelles, elles sont déjà très scientifiques et elles ont, dans le sens où elles sont classificatoires, notamment grâce à Buffon et puis surtout Linné qui invente la classification avec la double nomination en latin. Et ça permet d'avoir une langue commune entre les sciences, mais ça permet aussi d'ouvrir à ce qui va être l'embryologie comparée, le transformisme qui prépare le darwinisme de quelqu'un comme Geoffroy Saint-Hilaire, parce qu'en fait, on commence à avoir, ça c'est l'idée d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, il apporte l'idée d'un plan unique, c'est-à-dire globalement tous les organismes, et c'est là où l'idée d'organisme est intéressante, parce qu'elle va permettre de synthétiser, d'attraper, de subsumer le pluriel en une unité. Par exemple, donc, tous les organismes sont orientés à un niveau embryonnaire, selon un axe dorso-ventral, vous avez un devant-derrière, et un axe antéro-postérieur, vous avez en haut, en bas. Et donc, par exemple, Geoffroy Saint-Hilaire, c'est quelqu'un qui va énormément travailler sur ce qu'on appelle la tératologie, c'est-à-dire sur les monstres et les exceptions, parce que ce sont des moments où le développement va apparaître, et notamment, il va trouver des lois dans les écarts, dans la tératologie, dans la création de monstres. Il va lui-même créer des monstres, ce qui amène des images fin de siècle absolument terrifiantes, mais enfin, lui, il fait ça avec des œufs, en inventant, et puis parce qu'on invente aussi les couveuses à ce moment-là, donc expérimentalement, on peut le faire, pour voir en fait comment évoluent des poulets, quoi. En fait, et des embryons de poulets, enfin, c'est ça qui se passe très concrètement. Et permettre de l'anatomie comparée. Tout ça, ça va être par exemple très important pour des gens comme Renan et pour d'autres, parce qu'en fait, on n'est pas seulement en train de faire des découvertes scientifiques, on est en train d'inventer les sciences modernes, sur cette période qui est très longue. Et donc là, avec Spinoza, la Révolution française, qui va avoir le culte de l'être suprême, le rationalisme, enfin, donc tout bouge dans le ciel, tout bouge sur la terre, les explications deviennent différentes. Et en fait, ce que l'on commence à avoir, c'est une hégémonie de la science, ce qui explique le scientisme, ce qui explique aussi une très grande lutte entre science et religion au XIXe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui sont croyants et catholiques, etc. Il y a aussi une science catholique. Donc ce sont des enjeux de pouvoir, ce sont des enjeux de vérité, ce sont des enjeux épistémologiques qui sont fondamentaux, et il est des choses qui sortent des démonstrations du rationalisme. Par exemple, toute la question c'est est-ce qu'on peut expliquer les choses au nom de Dieu? Ça dépend des périodes et des moments et des lieux en fait. Mais ça va s'écarter progressivement, et en fait ce qu'on va avoir c'est le triomphe d'une explication naturaliste sur l'explication déiste. Progressivement, pas partout, mais là, aujourd'hui, si vous expliquez le monde au nom de Dieu, vous n'êtes pas scientifique. Ce qui ne me parle pas en fait de votre foi, mais vous voyez, c'est ça, définir, c'est donner une limite au moment qui va pouvoir expliquer, etc. Et on a un genre de pan-naturalisme, c'est-à-dire que tout est naturalisé en un sens, qui va avec un développement considérable de ces disciplines, mais aussi leur institutionnalisation, une professionnalisation qui est accrue, ce qui va aussi, la professionnalisation, ça va aussi avec un mouvement amateur qui est très très fort, mais lui il était déjà fort avant, ce mouvement amateur il était déjà présent au 18e par exemple, on se rappelle que Rousseau avait un herbier considérable, ce genre de choses. Mais on a vraiment tout ça qui se met en place de manière très... Enfin, on invente progressivement la science à des savants qui vont devenir des scientifiques. Et on passe d'une manière de construire la science qui est celle de l'érudition pour aller vers l'expérimentation, par exemple avec l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard,
Ensuite, Claude Bernard et contre les statistiques, elles vont être introduites, etc. En fait, on est en train d'inventer les sciences. Donc c'est pas... Voilà. On invente des modes de savoir, ils vont se maintenir, et ça va par exemple avec la création des académies et de ce qu'on appelle les écoles spéciales, par exemple l'école polytechnique, les écoles normales, etc., sous la Révolution, et ensuite le consulat, puis le Premier Empire, qui va consolider tout ça. Ce moment-là étant dans le même temps, et là, c'est là on tombe sur ce que j'étudie plus particulièrement, un moment d'exclusion. C'est-à-dire que cette diplomation qui va labelliser le savoir, et en fait c'est important, elle va aussi en fait faire du gatekeeping, c'est-à-dire garder la porte, c'est-à-dire dire qu'il y a des gens qui rentrent et d'autres qui ne rentrent pas. Certains vont être sujets des sciences et d'autres sont des objets de sciences. Et ça, par exemple, eh bien, ce sont les ouvriers parce qu'ils n'en ont pas le temps et c'est pas possible. Ce sont les femmes qui n'ont pas le droit, même en étant bourgeoises, etc., de s'inscrire dans les universités pendant longtemps. Et c'est un immense combat féministe. Ce sont évidemment les personnes noires, notamment, alors de manière très institutionnelle aux États-Unis, mais en fait, c'est pas toujours des circonstances. Des fois, ce sont des lois. Et puis, de toute façon, les circonstances excluent. Enfin, la ségrégation raciale aux États-Unis, elle a aussi eu lieu et encore lieu, évidemment aux États-Unis avec des modalités très différentes et extra-légales, mais en France aussi. Et il n'est qu'à voir le régime de l'indigénat et le fait ou le parler appelé petit nègre, qui en fait est un français abattardi qui cantonne et qui limite dans les zones indigènes et notamment d'Afrique noire. Indigénat, c'est un statut, le statut d'indigénat est un statut qui exclut de la citoyenneté. Or, pour s'inscrire ou pour accéder à certaines professions savantes et ou scientifiques / médicales, hein, bien, il faut avoir l'exercice, comme à des rôles politiques, il peut être exigé à plusieurs reprises d'avoir un statut de citoyen et notamment de voter. À une époque de vote censitaire, c'est une exclusion qui est très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exclusions, elles sont toujours sociales, mais elles ne sont pas forcément légales. Elles sont déjà légales au 19e. Donc voilà, on a tout ça qui se met en place, qui est compliqué, et qui va aussi avec une théorisation extrêmement forte de ces rapports, on va dire, entre le physique et le moral. C'est-à-dire que cette espèce de pan-naturalisme qui vient remplacer un peu Dieu, et Guillaume l'a très bien compris, et quelqu'un comme Colette Capitan va l'historiciser pour ce tournant 18-19e de la Révolution française, hein, c'est dans son livre 1893-1895, La nature à l'ordre du jour, qui est pour moi qui a été un ouvrage fondamental, et je crois pas en avoir parlé de celui-là d'ailleurs avec Claude. Il est... peut-être qu'il est dans sa bibliothèque, j'essaierai de le savoir si c'est possible. Et voilà, je savais qu'il y aurait très très vite des choses qui me manqueraient très vite et très fort. Notamment, voilà. Qu'est-ce que Claude a pu penser de Colette Capitan ? Voilà, grande question. Je pense pas qu'il ait lu Guillaumin, mais Capitan, c'est pas impossible. Mais en tout cas, on voit là, on parle de nature, mais ce qui est opposé à nature, ça va être souvent la civilisation, où la culture est un mot beaucoup moins employé que civilisation, mais la civilisation peut y arriver, notamment par ce modèle qui est l'éducation. Donc nature et éducation peuvent s'opposer, mais elles vont s'opposer de manière, en fait, parfois inscrite sous le sceau d'un continuum. Exactement comme dans La fabrique du sexe de Thomas Laqueur, en fait. Est-ce que masculin et féminin, hommes et femmes, sont complémentaires ? Est-ce que les femmes sont des hommes ratés, pas aboutis ? C'est des théories du développement, ou est-ce qu'il s'agit de deux races distinctes ? Eh bien, on passe d'une espèce de complémentarité ratée à où les hommes seraient des femmes vraiment accomplies. Voilà. Ça, c'est le modèle de l'époque moderne, à un moment au 19e qui construit en polarité, en antagonisme complètement opposé, voire en espèces, voire races différentes. Donc ça, c'est des questions qui sont vraiment fondamentales. Au niveau de la nature, ça veut dire, bon, si tout va s'expliquer avec des lois de nature, et donc les lois de nature s'expliquent tellement que ça en devient des espèces de discours parlant de science de manière plaisante,
j'ai parlé de Pierre Boitard, c'est aussi ce qu'on a trouvé dans ces espèces de textes littérature panoramique à la Benjamin qu'on appelle les physiologies. Je vous renvoie à la thèse de Valérie Stinon là-dessus, c'est-à-dire les physiologies, ce sont des modèles, ce sont des littératures qui vont catégoriser, c'est de l'espèce de sociologie avant l'heure, très badine, souvent amusée, mais en fait qui dit quelque chose de la science aussi, qui dit qu'on peut s'emparer d'un discours catégorisant de la science et d'une certaine façon d'appréhender le monde. Et qui va expliquer en naturalisant, en ramenant au fait d'être un objet naturel. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est fondamentale. Et qui est extrêmement dure à saisir parce qu'on a envie d'opposer quelque chose à nature. Et en fait, la difficulté, c'est que ce qui peut s'opposer à nature ne s'oppose pas forcément, donc le lien n'est pas forcément celui que l'on croit. Et en plus, il n'y a pas doublé conceptuel dans le sens où il y a nature et d'autres choses, mais ce doublé n'est pas conceptuel parce qu'il n'est pas figé, il n'est pas stabilisé. Et en fait, il ne se stabilise réellement que dans la première moitié du XXe et surtout au milieu du XXe siècle, par la naissance de l'anthropologie, on va dire morale, c'est-à-dire la fin de l'anthropologie physique. Donc l'anthropologie, elle naît d'abord en étant physique, c'est-à-dire avec globalement ce qu'on appelle les tâteurs de crâne, à la suite de Claude Edot, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une pluralité de races humaines, c'est une idée progressiste au XIXe, parce que ça, on se rappelle, ça va contre le couple Adam et Ève. S'il y a plusieurs races humaines, elles sont apparues spontanément, et ça n'est pas le message biblique. Et ça serait plus proche d'un modèle de pensée extra-biblique, on va dire, ou qui va penser en dehors de la Bible, mais parfois aussi contre elle. Et ça va à cette pluralité des races humaines, ce qu'on appelle le polygénisme. Alors, le polygénisme, c'est la pluralité des origines de l'humanité. Ça va aller avec un modèle qui peut être polyraciste, il y a plusieurs races, ou seulement polygéniste, genre il y a plusieurs moments et ça va apparaître différemment. Et en fait, là, on va retomber sur des idées qui sont celles d'un développement. Est-ce que, dans ce cas-là, les races appartiennent toutes à une même humanité, mais elles évoluent différemment, et donc à ce niveau-là, vous en avez qui sont en retard. Ce qui veut dire qu'un coup de civilisation, ça sera un coup de pied au cul qui va les amener à la civilisation, c'est-à-dire le modèle occidental. La France, quand ce sont les Français qui écrivent, etc. Ou est-ce que ces races sont définitivement différentes et distinctes, et dans ce cas-là, alors, on peut avoir des mélanges de ces modèles-là. Est-ce que ces modèles vont comme ça se retrouver, ces races vont être complètement distinctes, mais dans tous les cas, quand on les sépare, c'est qu'on les hiérarchise. Ne vous inquiétez pas, la personne qui crie, elle se met jamais dans la race du bas. Ça, c'est une certitude. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment ça va entrer dans des systèmes de pensée d'une certaine science et d'un certain rôle de la science. Moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup. Et au niveau du genre, c'est la même chose. Donc la question, c'est comment on va fabriquer le genre. Et quand même, globalement, c'est vraiment le Race et Histoire de Lévi-Strauss qui met un coup d'arrêt définitif à l'anthropologie physique, qui avait été quand même plutôt peu glorieuse pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout au niveau des exactions nazies. On a bien pu voir ce qu'on pouvait faire à la science ou ce qu'on faisait au nom de la science, parce que il faut bien se rendre compte que la science nazie, c'est vraiment une science qui n'est plus scientifique. Voilà. Parce que elle est entièrement subordonnée au projet nazi, mais moi je suis pas en train de vous dire que la science du 19e, elle est très scientifique. Voilà. Parce que le projet scientiste, là, évidemment qu'il est profondément pris dans un projet civilisationnel qui moralement est immonde, ça, et politiquement est absolument dégueu, ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Mais comment ça va s'agencer cette question-là ? Et en fait, moi, une des questions qui m'intéresse là-dedans, c'est finalement, nature-culture, ça n'existe pas au 19e, et ça va commencer à vraiment exister avec la sociologie moderne, Durkheim, mais Durkheim il fonde la sociologie. Alors la sociologie, ça commence à exister, on se souvient, début 19e, et notamment l'inventeur du mot sociologie, c'est Auguste Comte, avant on parle de la science de l'homme, et on continue à côté d'Auguste Comte, ça devient une science vraiment moderne, et notamment statistique avec Durkheim, mais Durkheim, il cherche des lois naturelles de l'humanité. Donc là, vous voyez, la distinction, elle n'est pas encore faite. Et ces distinctions sont vraiment des formes d'émancipation des sciences qui se construisent
en regard, et puis finalement en se tournant quand même peu à peu le dos. Donc ça, c'est quand même des questions qui sont extrêmement complexes, et un des éléments absolument centraux pour penser cette distinction, mais qu'on oublie toujours évidemment, c'est le moment Beauvoir, c'est le deuxième sexe en 49. On ne naît pas femme, on le devient, biologie n'est pas destin. Et ça, en fait, c'est un moment où, on comprend que finalement le naturalisme était une émancipation de l'explication théologique, mais une aliénation à la science, et pas l'aliénation de tout le monde. Ça veut dire que finalement, quelques-uns, surtout les hommes blancs, sont sortis de l'aliénation, et pas tous parce que les ouvriers, ils sont considérés comme une espèce à part. Mais, et encore, l'hérédité à la Zola, etc., enfin, l'hérédité et ce qu'en font des Zola, etc., rebat encore les cartes de cette complexité. Mais là, en fait, se stabilise en plusieurs moments ce doublet conceptuel nature-culture qui fait les joies des dissertations de philosophie de terminale. Et encore de Cagne. Bon, moi, honnêtement, j'ai eu tout un cours en Cagne, notamment à Camille Julien, à l'époque où j'étais en train de faire ma carré, sur la culture. Ce que je vous raconte, on me l'a clairement pas raconté quand j'étais en Cagne, et je prends vraiment le prof de philo que j'ai eu à l'époque, qui en plus nous a très mal expliqué Lévi-Strauss, mais c'était volontaire, c'était un mec de droite, et il nous a vraiment fait de la philo de droite, c'est-à-dire de la philosophie mutilée, et en interdisant de citer les penseurs de gauche, parce que, où va-t-on ? C'est honteux de faire ça. Parce que moi, je veux dire, je n'aime pas le fait que le 19e siècle soit raciste et misogyne, c'est pas agréable. Voilà. Par contre, c'est intéressant pour penser les choses. Donc, le 19e siècle, c'est un moment d'hégémonie de la nature, mais c'est aussi dans le même temps un moment où s'inventent ces sciences de l'humanité, si on prend le terme de Renan, la science de l'homme, le musée de l'homme, etc. Mais cette science de l'homme, elle se pense donc au nom de la nature, parce qu'en fait, on va essayer de mettre des choses en face de nature, mais on n'y arrive pas. Et c'est ça, en fait, qui est absolument... Et on n'y arrive pas, ou on veut pas, etc. Et donc, ça veut dire aussi que la science, elle est un enjeu d'émancipation, elle est un enjeu de négociation, elle va bouger dans un sens, bouger dans un autre, et moi je trouve que ça, c'est absolument fascinant. Et ça, c'était vraiment le boulot de Claude, alors moins avec la dimension politique ici que je mets en avant, notamment pour le genre ou l'émancipation, mais c'était quand même bien là, et moi, je veux dire, les travaux de Claude sur Clémence Royer, son article sur Renan, les deux parties du problème sur Renan et l'ethnographie, incroyable article. Des études renaniennes 92, je crois. C'est en ligne, tout ça. Maintenant, les études renaniennes sont absolument en ligne. Je suis la dernière doctorante à avoir travaillé à bulletin papier. Oui, les textes sur cette science ignare qu'est l'anthropologie, le fait que Clémence Royer s'est vue refuser. Clémence Royer, c'est la première femme, c'est la première traductrice de Darwin, traductrice très libre, disons, et elle est aussi la première femme membre de la Société d'anthropologie de Paris. Donc moi, voilà, pour moi, c'est une femme féministe, elle a beaucoup participé à la Fronde, extrêmement ambivalente, très radicale, en même temps, dans un féminisme qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Je crois que là, en fait, voilà, si on regarde le féminisme du 19e, on a envie, en arrivant du 21e, en arrivant même du MLF, on aurait envie qu'elle ne soit pas essentialiste. Mais ce faisant, ça voudrait dire en fait qu'elle ne vive pas dans un siècle où le naturalisme est roi. En fait, moi, toute ma question en recherche, c'est ces femmes sont assignées au nom de leur nature, et d'une nature qui est comprise au nom d'une science qui est complètement hégémonique, elles ne peuvent pas en sortir. Elles ne peuvent pas, elles le font un petit peu, mais ce qu'elles vont faire, plutôt, c'est ce qu'on appelle des négociations conceptuelles, et c'est ça, moi, qui va m'intéresser, parce que finalement, comment on arrive à étudier la nature quand parce qu'on n'arrive pas à oublier nature-culture. Ce qui est un problème pour en sortir, mais ce qui est aussi un problème pour comprendre ce qui s'est passé avant, et qui peut aller vers nature-culture, mais qui en fait est aussi un mode de pensée en soi. Et ce qui m'intéresse, par exemple quand je parle d'épistémologie ou ce genre de choses, c'est pas de chercher ce qui va annoncer la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le téléologisme, c'est-à-dire, le télos, c'est le but en grec, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va avoir une tendance à chercher ce qui annonce la suite. Et ça, en fait, ça c'est pas scientifique. Ça, c'est de l'histoire rétrospective, mais c'est aussi complètement mutiler le passé pour l'amener à notre sauce. Mais c'est très dur de penser une histoire non téléologique et non anachronique. Et donc, en fait, là, toute cette idée, c'est comment, moi par exemple, mon sujet de recherche, c'est comment les féministes
pensent la nature alors qu'elles n'ont rien à opposer à nature, ou plutôt elles vont inventer des choses à opposer à nature, par exemple l'éducation que justement on leur refuse, et comment elles vont l'inventer, comment elles vont penser alors qu'on leur refuse l'éducation, notamment la diplomation, le statut, etc. Et, question subsidiaire, comment elles font de la science, qu'est-ce qu'elles pensent de la science, alors même qu'on leur refuse l'accès à la science, et que l'accès à la science est un enjeu politique et scientifique tout au long du siècle. C'est ça qui va se passer. Et qui est en train voilà, qui est un sujet, je crois, absolument essentiel. Mais en fait, nature-culture, ça s'invente parce que les sciences s'inventent, ce faisant, et ça peut réellement s'inventer au XXe siècle, parce qu'institutionnellement, sciences humaines et sciences naturelles est stabilisée à un niveau institutionnel, au niveau des académies, au niveau des universités, au niveau de l'organisation en bibliothèque, au niveau de tout ce qu'on appelle la spécialisation. Mais ça c'est le travail de 200 ans en fait. Est-ce que c'est bien ou mal ? Moi je sais pas. C'est ce qu'on appelle aussi la division du travail. La division du travail c'est pas forcément mal, hein, c'est ce que font les abeilles. C'est aussi complètement théorisé par Marx, hein, la division du travail. Ça n'est pas qu'une question de taylorisme ou de fordisme. Ah, et ça d'ailleurs, division du travail et catégorisation, notamment scientifique, ce sont des choses qui me fascinent et qui sont des objets de réflexion constants. C'est ça, voilà, que travaillait Claude. C'est ça qui est si dur, si important de penser aujourd'hui, et encore pour les décennies qui viennent, parce que c'est aussi dans ces questions-là que se trouve la science véritable, c'est-à-dire la science qui sort du scientisme. Quand je dis que je suis scientiste, c'est pas que je suis positiviste, hein. C'est, voilà, c'est comment faire la meilleure science, aussi en repensant la science. C'est ça pour moi le scientisme, mais ça c'est pas le scientisme du 19e. Hein. Euh, et parce que ça nous aide aussi à repenser le monde. Parce que si on arrive, là on reparle beaucoup et souvent très mal de sexe, de genre, euh, de, de, quelle place pour la biologie, etc. Parce qu'on est toujours dans cette question nature-culture. Inné hein, et acquis, ça existe déjà comme doublé conceptuel, mais ça n'apprend pas du tout cette place-là. Et là, on comprend comment toutes les théories de l'éducation sont aussi des théories de la nature. Et c'est ça qui m'intéresse profondément, et qui est donc ce sujet de réflexion qui m'empêche parfois de dormir la nuit, notamment quand il s'agit de remplir des dossiers de candidature. Alors je remercierai et j'ai jamais assez Claude et je ne l'ai pas vraiment fait. Je l'ai fait, je ne l'ai pas vraiment fait. Pour son amitié, pour ce sens de la recherche, ce sens de la science, du service du public aussi, cette collégialité, cet encouragement, pour son affection, pour la très très belle science qu'on fait parfois et voilà, qui apparaît, qui n'est pas seulement ce qui se publie, qui est aussi ce qui se raconte quand on prend un verre après un séminaire, ce qui se raconte la remarque, des fois c'est pas une question, mais des fois on a vraiment envie d'entendre la remarque à la fin d'un colloque, parce que c'est aussi ces moments-là où, on- où la science elle se vit quoi. Et je vais vous dire à bientôt.